Salut et fraternité. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. D'abord parce que je suis tombé en panne de Wi-Fi un petit peu. Alors, tiens, à ce propos, il y a parfois des pannes assez inexpliquées. Une explication, c'est la foudre, pas qui tombe sur la maison, mais qui tombe à proximité et qui a tendance parfois à bousiller. Ça ne se voit pas, ça fume pas, il y a pas, les fils sont pas cramés. Simplement, euh, les fils ne transmettent plus. Les fils électriques ou les fils téléphoniques ne transmettent plus parce qu'il y a eu un coup de foudre et qui a un coup de foudre mais qui n'est pas très amoureux, un coup de foudre destructeur. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai 3 semaines sans véritablement Wi-Fi. Il y a plein d'inconvénients. Enfin bref, euh, je voudrais dire quand même que euh, je suis assez étonné euh, du nombre de jeunes ou de pas jeunes qui disent euh, pas d'enfants dans ce monde-là. On ne fait pas d'enfants. On a décidé de ne pas faire d'enfants parce que ce monde-là devient irrespirable, parce que c'est voilà. Et c'est vrai que quand on regarde le journal, quand on regarde la télé et des autres canaux de communication, on s'aperçoit quand même que ça donne pas très envie. Ça donne pas très envie. Hein. Derrière moi, là-bas, là-haut, au-dessus de moi, derrière, on me voit en train de porter un bébé. C'est magnifique de tenir un bébé dans ses bras. C'est une des choses les plus belles qui soient. Quand on est un homme, quand on est une femme, évidemment, quand on est une femme, mais c'est voilà. Et apparemment, c'est une sorte de petit plaisir simple, pas si simple que ça, qui n'attire plus grand monde. Et c'est bien dommage. Alors, c'est vrai qu'il y a des raisons objectives, ou pas d'ailleurs, ou subjectives, de ne pas vouloir apporter de la vie. Quoique, quand on y réfléchit, je ne veux pas donner la vie. Je ne veux pas donner la vie. C'est quoi? C'est je rester attentiste, ne rien faire, ou carrément vouloir la mort. Voilà. Moi, je suis mais passionnément vitaliste. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis un petit peu étonné. Alors, je suis d'autant plus étonné que j'appartiens à la génération du baby boom, qui est en train de devenir le papy boom. Hein. Ça dit, ça, tout. Mes congénères disparaissent les uns après les autres. Eh oui, eh oui. Et donc, mais le baby boom, c'était quoi? 1945, 1945, 46, 47, 48. C'était une France ravagée par la guerre, avec des ruines partout, avec des ruines partout, avec encore, en 45, 46, 47, des tickets d'alimentation pour manger. Bon, ma grand-mère allait en Belgique, me chercher du lait concentré Nestlé sucré, d'où mon goût pour le sucre un peu, en Belgique, parce que ma mère n'avait pas de lait. Voilà, donc on est là, on était, ces gens-là, mes parents, ils avaient vu leur ville dévastée, rasée, en 40 et même après, avec la libération des Alliés. Les Normands peuvent en parler. Voilà, donc on était dans de très mauvaises conditions. Simplement, il y a un baby boom parce que les gens, bah, ils ont envie de vivre après ces 4, 5 années de terreur et de saloperie. Ils ont juste envie de vivre, de faire l'amour et de faire des bébés. Voilà. Un petit peu comme dans d'autres pays d'ailleurs où ça se passe un petit peu comme ça. Le problème, c'est que après la grande exaltation liée à la libération et au fait qu'il y a le Comité national de la résistance, le Conseil national de la résistance, a un programme politique costaud, sérieux, qui a été dévasté depuis. Mais à l'époque, il y a ça. Donc il y a une sorte de printemps, de renouveau dans les années 40 et 50. On retrouve une certaine prospérité. Enfin voilà. Et puis, ça me permet de dire que finalement, il y a un monsieur que j'aime beaucoup et que je suis très attentivement et dont souvent je partage les discours, c'est Emmanuel Todd. Emmanuel Todd, Emmanuel Todd, il y a 25, 30 ans, il a prédit l'effondrement de l'Empire soviétique
En regardant quoi? En regardant la mortalité infantile en Union soviétique. Et il a vu qu'il y avait une augmentation sensible de la mortalité infantile. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Mortalité infantile en hausse. Et aussi en Europe occidentale. Moindre, mais qui existe quand même. Il en a déduit que l'Empire soviétique, et il y a d'autres parades, mais celui-là est important. Alors on peut se poser la question, est-ce que vraiment il y a une réelle mortalité infantile? Mais moi je vois quand même, avec le recul que j'ai quand même de mon âge, que finalement, oui, euh, la puériculture, tout est un petit peu médicalisé, mais trop. C'est-à-dire que c'est médicalisé, et si un enfant est malade, il est soigné. Simplement, simplement, il n'y a pas cette espèce d'attention qu'on portait autrefois aux mamans, aux jeunes mamans. Il y avait une vraie... Qu'est devenu le planning familial, qu'est devenu la médecine scolaire, la PMI, tout ça, c'est quand même un petit peu... Moi, ça fait des années que je n'ai plus vu la médecine scolaire hein, dans les écoles. Alors que dans mon temps, il y avait un camion qui passait, qui nous vérifiait les poumons, qui nous faisait des vaccins, notamment le BCG, des tas de vaccins très importants, parce que eux, ils ont vraiment sauvé les gens. Eux, ces vaccins-là, ils ont vraiment sauvé les gens. Et en plus, ils étaient tombés dans le domaine public. Ils rapportaient rien à Pfizer à l'époque. Mais ils sont tombés dans le domaine public. C'est-à-dire qu'il y avait une vraie intention médicale, pasteurienne, pour sauver la vie des gens. Ce qui n'est plus tout à fait le cas, je pense. Hein. Ben voilà. Donc, on n'en est plus au même point du tout, et il y a une sorte de renoncement à la vie, de renoncement à la croissance. Je parle de la croissance utile, la croissance biologique. On est en train, tout devient absolument mécanique, euh, superficiel, et on a tous les jours, des tas d'exemples où le numérique nous emmerde, nous emmerde. Hier, je suis allé chercher mon petit-fils à 80 km, 80-90 km. Au retour, je veux prendre l'autoroute pour rentrer plus vite chez lui et après chez moi. Et mon petit bitonio, là, le badge pour l'autoroute, Ulysse. Quand j'arrive à la barrière, il marche plus. Il marche plus. La barrière s'ouvre pas. Je suis un petit peu dans un entonnoir. Moi, je n'ai pas le bras assez long pour aller taper sur le bouton rouge. Donc, la barrière, elle est un petit peu étanche et puis elle est en caoutchouc. Donc, ça passe. Donc, voilà. Et donc, finalement, en gros, quand je téléphone à Ulysse, tout de suite, hein, je m'arrête à une station et je téléphone à Ulysse. Que fait la dame? Elle me dit que je suis en fraude. Je suis en fraude. Je téléphone pour dire que j'ai passé la barrière. Hein, ça me rappelle une chanson de, euh, comment c'était, le copain de Traîné de l'époque. Enfin bref, j'ai sauté la barrière, hop là, et je suis passé derrière, hop là. Très belle chanson. Euh, le duettiste qui était avec Traîné à ses débuts. Enfin voilà, donc c'est quand même un petit peu étonnant, quoi. Cette espèce, on est submergé par des tas d'emmerdements. On passe énormément de temps. Vous avez dit, le numérique va nous sauver la vie. Non, pas du tout. On passe un temps de dingue à rentrer des codes, des machins, de tout. Alors que moi, je suis pour le numérique, mais à condition que ça ne nous fasse pas chier. Ça n'arrête pas. Voilà. Ça fait partie des nombreuses avanies qui fait que je vois bien ce que ça peut être le parcours d'une combattante, de combattants, pour avoir des enfants, et les papiers, le machin, toutes ces choses administratives très connes. On n'a plus d'interlocuteurs vivants, quoi. On a affaire à des robots, et ça c'est très pénible. Hein, voilà. Donc je vais peut-être m'arrêter parce ça fait 9 minutes, bientôt 10, c'est trop. Je vous embrasse tous, à bientôt, bisous. Hasta la Victoria.